Bienvenue dans le débat sur France 24. 48e jour de guerre en Ukraine. Les forces russes intensifient leur offensive pour faire tomber Mariupol dans le sud-est du pays. Au moins 20 000 personnes ont été tuées selon Kiev. Moscou a annoncé la reddition de plus d'1 millier de soldats ukrainiens dans la ville portuaire assiégée et bombardée depuis plus de 40 jours. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a quant à lui exhorté le reste des troupes retranchées dans la Syrie Azovstal de mettre fin à une résistance sans issue, a-t-il dit. Pour Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, les forces russes pourraient même avoir utilisé des armes chimiques. Alors Mariupol est-elle l'ultime bataille? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexandra Goujon. Bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, autrice de l'ouvrage L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre, et c'est au Cavalier Bleu. Bonsoir et puis bienvenue à vous dans l'émission. Elena Voloshin. Bonsoir Elena, notre journaliste France 24, correspondante également en Russie. Bienvenue Elena. Pascal Boniface est avec nous. Bonsoir Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS, auteur de Requiem pour le monde occidental, États-Unis et Europe, partenaire ou vassaux, c'est chez Erol, et puis également co-auteur avec Anne Sénéquier de la géopolitique tout simplement, et c'est toujours chez Erol. Bienvenue. Ensuite est avec nous le général Jean-Claude Allard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, chercheur associé à l'IRIS. Avant d'en débattre, je vous propose de faire un point en images avec Axel Simon. C'est autour de ce complexe industriel métallurgique que les combats se sont concentrés ces derniers jours aux abords de la ville portuaire de Mariupol. Sur ces images, ce sont les troupes russes que l'on voit, assistées par des soldats tchétchènes. Ce mercredi, les forces russes ont annoncé la reddition d'une partie significative des soldats ukrainiens, jusque-là retranchés dans cette zone. À Mariupol, dans la zone de l'usine métallurgique Ilitch, à la suite d'opérations offensives des forces armées russes et de la milice de la République de Donetsk, 1026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus. Le maire de Mariupol indique que les forces ukrainiennes résistent toujours, notamment dans les souterrains du complexe industriel. Il faut le dire très clairement. Leur situation est très difficile car ils sont en infériorité numérique. Mais ils résistent. Mariupol reste une ville ukrainienne. Le contrôle de cette ville stratégique du sud-est de l'Ukraine serait une victoire pour les forces russes. Il leur permettrait de consolider leur emprise sur les côtes ukrainiennes le long de la mer d'Azov, en reliant la région du Donbass, en partie contrôlée par les pro-russes, à la Crimée annexée en 2014, et de poursuivre l'offensive vers l'est et le nord. De nombreux civils ukrainiens sont toujours coincés dans les ruines de Mariupol, assiégés et bombardés depuis 40 jours, détruites à plus de 90%. Mardi, le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk a annoncé qu'entre 20 et 22 000 personnes sont mortes dans la ville. Pascal Boniface, est-ce que Mariupol, c'est vraiment l'ultime bataille? Est-ce que sa chute semble inévitable? Oui, sa chute est inévitable depuis déjà quelques temps. Et donc, c'est une question d'heures ou de jours. Et pour Poutine, ça serait une victoire très importante puisqu'il pourra avoir une continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée. Donc, il a un gage territorial par rapport à l'Ukraine. Et pour lui, la date, c'est le 9 mai. Il veut annoncer une victoire avec la date symbole de la victoire contre le nazisme. Et là, s'il peut dire qu'il a Mariupol, il a un gage territorial, donc il peut donner le sentiment que sa guerre n'a pas été un échec, quel que soit le coup que sera par la suite. Mais c'est en termes de présentation par rapport à l'opinion russe, il pourra apparemment triompher le 9 mai si Mariupol tombe. Alexandra Goujon, où en est la résistance ukrainienne? Il demande manifestement des armes lourdes pour contenir l'offensive russe. Ou est-ce que vous pensez, comme vient de le dire Pascal Boniface, que la chute est inévitable de Mariupol? Elle est effectivement quasi inévitable. On voit bien qu'il y a des très grandes difficultés en fait, à ravitailler. Visiblement, il y a eu des tentatives de ravitaillement, y compris hier par des hélicoptères, que ces ravitaillements sont très difficiles. Et bien évidemment, pour l'Ukraine, Mariupol aujourd'hui, c'est un symbole de résistance. Donc ce serait effectivement très dur, compris pour le moral des Ukrainiens. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour les Ukrainiens, justement, à Mariupol en particulier?
Là, ils sont complètement encerclés depuis de nombreuses semaines. Et donc, c'est la difficulté à être ravitaillé c'est le ravitaillement plus que l'armement. L'armement aussi, de toute façon, en fait, y compris, si vous voulez, en fait, pour l'instant, l'armée ukrainienne, il a fallu qu'elle combatte sur plusieurs fronts. Et tenter une percée côté ukrainien sur la ville de Mariupol était extrêmement difficile. C'est ce qu'ont annoncé d'ailleurs les autorités de Kiev rapidement. Ils ne voulaient pas se désengager d'autres fronts pour mettre l'accent sur Mariupol, de peur que en fait, d'autres zones soient envahies par l'armée russe, et notamment une partie du Donbass. Général Jean-Claude Allard, Poutine a lancé, j'ai vu le général Alexandre Dvornikov dans la guerre en Ukraine, celui qu'on appelle toujours d'ailleurs le boucher d'Alep, parce qu'effectivement, il a contribué à un certain nombre de massacres en Syrie. Donc c'est lui qui en fait a cette feuille de route dont vient de parler Pascal Boniface, c'est-à-dire obtenir cette victoire le 9 mai, date anniversaire de la Grande Guerre patriotique. Ce général a été et toujours d'ailleurs le général en chef du district sud-est, c'est-à-dire celui qui englobe en fait la région du Donbass dès qu'on veut l'élargir au-delà de la Russie. Donc il était assez logique que ce soit lui le chef. Un autre général aurait-il désigné, on aurait vu aussi un autre mouvement. Donc c'est assez logique. Et puis d'ailleurs, il a de l'expérience puisqu'il s'est battu en Russie. Ça, c'est sur un premier point. Puis sur le point de Mariupol, effectivement, Mariupol, c'est une ville qui est perdue. Et on ne voit pas l'intérêt pour les Ukrainiens d'aller essayer de se lancer dans une guerre, dans des opérations pour la reconquérir. Donc en fait, elle est perdue, vous dites. Oui, parce que voulez-vous, l'armée russe a conquis toute la partie urbanisée résidentielle, a isolé un petit espace au sud-est semi-résidentiel, semi-industriel, et un très grand espace qui est le môle de résistance industrielle au nord. Donc bon, peut-être vont-ils lancer l'assaut, mais on ne peut pas les ravitailler. Ils vont être à court de munitions, d'eau, de vivres, de choses comme ça. Et donc, je pense que la stratégie va être, pendant encore une semaine ou deux, d'encercler et de laisser ces gens revenir, sortir de ce trou en levant les bras. Ils vont finir par se rendre, donc, les Ukrainiens. Vraisemblablement, oui. Et puis après, les Russes vont essayer de tenter, justement, à partir de la fin du mois pour remplir le contrat qu'a souligné Pascal Boniface, c'est-à-dire être présent le 9 mai avec la victoire. D'autant plus que depuis le début, Mariupol est aussi un symbole parce que c'est défendu par des unités du régiment Azov, donc qui est aux yeux de Poutine le symbole de la nazification de ce pays. Donc il veut avoir quelques combattants. D'ailleurs, quand il y avait les couloirs humanitaires qui ont marché pas très longtemps, il vérifiait que les hommes qui sortaient de la ville n'avaient pas de tatouages. De tatouages, voilà. Qui montraient qu'ils appartenaient à ce régiment. Voilà. Elena. Ouais. Elena, Mariupol, vous connaissez le Donbass. Vous avez couvert le Donbass d'ailleurs depuis 2014 pour France 24. En quoi cette ville est-elle vraiment stratégique? Une ville d'ailleurs qui connaissait cette guerre finalement, alors qu'elle n'est pas tout à fait dans le Donbass. Mais en fait, c'était une ville qui était déjà en conflit. Elle est dans le Donbass. Elle est dans le Donbass. Elle est dans le Donbass. Elle est au sein de la région administrative du Donbass. Oui, elle est au sein de la région administrative de Donetsk que Vladimir Poutine, dès le départ, dit vouloir restaurer en tant que république populaire de Donetsk dans les frontières administratives telles qu'elles étaient dans l'oblast de Donetsk au moment où c'était une région contrôlée par l'Ukraine, faisant partie de plein droit du territoire ukrainien. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, comme disait le général, c'est le bastion du régiment Azov, qui porte donc le nom de cette mer et qui, effectivement, a des velléités néo-nazis et qui est vraiment... c'est un phénomène qui est extrapolé par la propagande russe pour dire que toute l'Ukraine est aux mains des nazis parce qu'il y a ce fameux régiment Azov.
Puis c'est aussi une ville qui a été très brièvement prise par les séparatistes au début de la guerre avant d'être reprise par l'armée ukrainienne. Donc il y a aussi une dimension de revanche sur une défaite finalement militaire. C'est un couloir vers la Crimée, on le disait, mais on voit aussi sur la carte qu'il y a aussi la ville on la voit pas, mais de Kherson par exemple, qui est déjà aussi aux mains des Russes. Et on a vu le drapeau russe hissé sur l'administration. Et là, apparemment, d'après des messages, on a beaucoup moins d'informations de ce qui se passe à Kherson et à Melitopol, qui sont aussi dans ce couloir. Mais apparemment, il y a déjà des administrations militaires civiles qui ont déjà été mises en place là par les Russes. Donc effectivement, Mariupol, c'est très très important à tous ces points de vue, en étant aussi le port stratégique que l'on connaît, etc. Donc très clairement, je rejoins absolument tout ce qui a été dit sur ce plateau, à savoir que c'est un objectif de guerre très important pour Vladimir Poutine. Alors d'après les Ukrainiens, la ville serait détruite à 90%. 100 000 civils sont toujours coincés dans la ville. On écoute le maire de Mariupol. Il faut le dire très clairement. Leur situation est très difficile, car ils sont en infériorité numérique. On dit qu'ils sont faits d'acier, mais l'acier a aussi un point de rupture. Mais ils résistent. Mariupol reste une ville ukrainienne. La situation humanitaire est catastrophique à cause des envahisseurs russes. Ils ont détruit des infrastructures essentielles. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Il y a eu des tentatives d'évacuation, mais les envahisseurs n'ont laissé sortir personne. Il reste encore plus de 100 000 personnes à Mariupol et 60 000 en banlieue proche de la ville à évacuer. Pascal Boniface, donc ville détruite à 90%, 100 000 civils et donc pas de couloir humanitaire. Le gouvernement ukrainien, on l'a appris aujourd'hui, n'ouvrira aucun de ces couloirs pour évacuer les civils parce que trop dangereux. Oui, mais enfin, je pense qu'ils ne pourront pas tenir très longtemps et les Russes veulent les chasser parce qu'ils veulent avoir une ville vide pour mieux l'occuper et la garder. Donc il va y avoir une volonté de l'armée russe de faire fuir cette population civile. Et les civils, n'ayant plus de ravitaillement, n'auront pas tellement d'autres choix que de partir dès que ça sera possible, sauf à mourir de faim et de soif. Sauf que pour l'instant, ça n'est pas possible. Il n'y a pas eu de couloir humanitaire véritablement organisé. Je pense qu'il faudra bien un accord pour le faire, parce que sinon, il est indispensable qu'il y ait un accord pour le faire, parce que sinon le nombre de morts va augmenter et celui qui bloquera les couloirs humanitaires sera tenu responsable du nombre de morts. Donc on peut comprendre que les Ukrainiens, dans un premier temps, comme ils le disent, Mariupol reste une ville ukrainienne. On peut comprendre qu'ils résistent jusqu'au bout parce que c'est une victoire à leurs yeux trop importante pour Poutine pour la céder facilement. Mais je crois que malheureusement, la messe est dite là-dessus et que Et après, ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que les Russes vont vouloir définitivement s'établir sur ce territoire ou est-ce que ça va être un gage territorial pour une future négociation. Là, toutes les suppositions sont possibles, mais il est tout à fait possible que les Russes se disent, voilà, c'est à nous, on n'en sortira pas, vous ne pourrez pas nous déloger. Ils savent que les pays de l'OTAN ne vont pas faire la guerre pour les déloger ni de là ni de la Crimée. Et donc, est-ce que cette bande territoriale est une sorte de bargaining chip, de pouvoir de négociation en échange, ou est-ce qu'on va avoir une situation complètement figée sur le long terme, un conflit gelé, avec des sanctions sur la Russie qui vont durer parce que ce qui a été fait est inacceptable, et en même temps, pas de paix véritable entre l'Ukraine et la Russie. Alexandra Goujon, c'est la ville assiégée et asphyxiée en tant que telle, finalement, Mariupol. Donc ces populations civiles vont rester dans la ville. Ça va continuer à être une catastrophe pour eux. Tout dépend de ce que vont faire les Russes et combien de temps l'encerclement va durer, en fait. Parce que on peut imaginer qu'ils vont essayer aussi de mettre en place, ils ont d'ailleurs déjà nommé quelqu'un pour gérer la ville et dans les zones occupées, en fait, ils font déjà une partie de l'aide humanitaire. Et ce que veulent les Russes aujourd'hui, c'est en quelque sorte faire porter la responsabilité de ce siège aux autorités ukrainiennes. Et donc, voilà, je pense que ça dépend un petit peu de ce qui va se passer. Ce qu'on constate toutefois, c'est que le peu de réfugiés parce qu'il y a quand même des personnes qui partent très peu régulièrement. Oui, il y a des réfugiés qui partent, déplacés, des déplacés internes en fait en Ukraine. Il y a aussi des gens qui sont partis en Russie, dont on ne sait pas s'ils sont partis de leur plein gré ou
Russes, ils ont été emmenés, possiblement les deux d'ailleurs, hein. Mais il y a des évacuations régulières de gens qui prennent le risque d'évacuer, et notamment vers la ville de Zaporizhia, où ils arrivent. Et effectivement, là, c'est là qu'on peut avoir des témoignages sur ce qui s'est passé, le manque d'eau. Et il y a également, d'ailleurs, côté russe, aujourd'hui, les reportages que l'on a sur Mariupol, la plupart se font que du côté russe. Russe, hein, avec l'armée et on a russe. des journalistes, justement, qui se rendent de ce côté-là. Complètement. Ouais. Elena, Je voulais dire que je voulais rejoindre Alexandra là-dessus parce que c'est la seule ville, Mariupol, où il y a des journalistes occidentaux notamment, et nos confrères de France 2 notamment, et consoeurs, qui sont côté russe à Mariupol. Et c'est une bataille qui est présentée aux yeux des journalistes occidentaux comme étant menée par les forces séparatistes de la République populaire de Donetsk. Et les officiels qui commentent sur les chaînes de télévision russes cette bataille de Mariupol sont ceux de la République séparatiste populaire de Donetsk. C'est vous dire effectivement que cette bataille-là, elle doit être gagnée parce que Mariupol sera, et je pense que ça sera sans doute le scénario le plus probable, rattaché à la République populaire dite de Donetsk. Général Jean-Claude Allard, est-ce que c'est la ville qui finalement illustre le mieux ce qu'on a dit sur cette guerre? C'est une guerre des sièges. Mariupol. Oui, une guerre de siège. Parce qu'il y avait un certain nombre de villes, mais j'ai jamais cru à la volonté des Russes de vouloir s'emparer de Kiev, de Kharkiv ou d'autres. Ils s'emparent des villes qui leur sont nécessaires pour accomplir leur plan d'opération, et on l'a vu qu'ils se modifiaient au fil des événements, comme tout bon plan d'opération d'ailleurs, il faut en être conscient. Et les villes qui vont les intéresser maintenant, après Izium, ce sont les villes de Kramatorsk, Sloviansk, etc., qui vont leur permettre de boucler la nasse dans le dos des forces ukrainiennes qui tiennent la ligne, dite ligne de cessez-le-feu de 2015. Voilà. Et donc, après la bataille de Mariupol, oui, c'est important. Mais c'est aussi important, comme toute crise, parce que nous y attachons, nous, de l'importance. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire d'un point de vue de... Je veux dire qu'on glosse beaucoup sur Mariupol, mais il y a des combats de partout ailleurs. Et donc, c'est une chose qui est mise en avance. On a raison, il y a des problèmes humanitaires, etc. Mais il y a des problèmes sur toute la ligne de front entre les Ukrainiens et les Russes. Mais elle est stratégique ou pas, cette ville? Oui, elle est stratégique. Elle a fini d'être stratégique, elle est perdue pour les Russes. Donc, oui, pour les Ukrainiens. Oui, elle est stratégique parce que ça permet à Poutine, il a quand même beaucoup de revers. Là, la guerre a un coût important, et donc il pourra revendiquer, surtout par rapport à l'opinion russe qui peut commencer à avoir des doutes, il pourra revendiquer, dire qu'il n'a pas fait cela pour rien, puisqu'il y a une victoire symbolique, mais les symboles ont une importance, et qu'il a bien fait de rentrer en guerre. Et on vient de l'apprendre, Moscou menace de frapper des centres de commandement à Kiev. Donc il ne se limiterait pas sur les frappes. Moi, je pense que les objectifs, Kiev, peut-être pas. Et encore, je pense qu'on cherchait à une déstabilisation du pouvoir. Regardons les bombardements à Tchernigiv, les bombardements à Kharkiv. Et n'oublions pas que Kharkiv et Odessa étaient déjà des points stratégiques en 2014. C'est-à-dire qu'on a une tentative de séparatisme dans ces villes, où il y a eu une résistance à la fois citoyenne et par les élites politiques locales. Mais Kharkiv, il y a encore des morts régulièrement. Hein, et on en parle effectivement moins, parce que je pense aussi que la Russie met l'accent aussi sur cette bataille. Enfin, tous les médias, si je puis dire, pas simplement occidentaux, mettent l'accent sur cette ville. Mais cette ville, c'est effectivement, on l'a dit, hein, ça permet de faire la continuité. C'est la seule grande ville qui n'ont pas sur la mer d'Azov. Et c'est la deuxième ville du Donbass. Donc, bien évidemment que c'est un point stratégique très important. Alors, Poutine et son armée ont-ils utilisé des armes chimiques? En tout cas, Volodymyr Zelensky l'affirme, mais aussi, vous allez l'entendre, le ministre britannique des Armées. Hier soir, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux ukrainiens, selon lesquelles des armes chimiques auraient été utilisées à Mariupol pendant la nuit. Ce n'est pas quelque chose que le renseignement de défense ici à Londres a été en mesure de confirmer, ni aucun de leurs homologues du renseignement avec nos alliés dans le monde. Et en effet, le discours du président Zelensky hier soir a également fait référence à ces informations, et il n'y a pas eu de vérification non plus au sein du système ukrainien. Pascal Boniface, c'est plausible, l'utilisation des armes chimiques? Oui, enfin pour l'instant, le ministre britannique ne fait que reprendre des sources ukrainiennes.
Donc selon les sources ukrainiennes, il y a utilisation d'armes chimiques de la part de la Russie. Alors oui, c'est plausible, on ne peut pas l'exclure a priori, et ce n'est pas parce que Poutine dit qu'il ne l'a pas fait qu'il ne l'a pas fait. On peut effectivement commencer à ne pas vraiment le croire. Ceci étant, ce n'est pas non plus parce que les Ukrainiens disent que ça existait que ça existait. Donc je crois qu'il faut un peu attendre, avoir des vérifications des services de renseignement et aussi des journalistes. Si ça a été utilisé, on le saura. Ça ne pourra pas rester caché. Je crois que là-dedans, il faut se méfier des déclarations à l'emporte-pièce qui ne peuvent que servir les contre-propagandes. Et le mieux, c'est quand même de respecter les faits et d'attendre qu'un fait aussi grave que celui-ci soit plus largement documenté, ne dépende pas que d'une seule source avant de dire que ça a existé. Il y a une propagande de part et d'autre, même si elle est plus forte du côté russe, Elena. Oui, alors concernant la propagande, c'est toujours un sujet très difficile et très sensible parce que ça déchaîne les passions. Évidemment, il y a une propagande des deux côtés, mais elle n'est pas à mettre sur le même plan. Je vais m'en expliquer parce que je sais que c'est difficile à comprendre, mais côté ukrainien, on est dans une propagande qui amplifie souvent les faits, qui mélange certaines choses, comme par exemple de dire, voilà, les Russes ont tué tant de civils, et ça peut être des civils qui ont été fusillés à bout portant, comme dans les villages ou dans les régions de Kiev, ou alors des morts d'une frappe, ça va être repris par les Ukrainiens en tant qu'assassinat de civils ou meurtre de civils, d'accord ? Donc c'est ce genre d'élément qui fait qu'il y a un discours défensif de la part des Ukrainiens qui est de dire que voilà, les Russes massacrent les Ukrainiens, et c'est un fait, les Russes sont aujourd'hui en Ukraine pour mener une guerre, et donc ils massacrent des civils. Côté russe, on est dans quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'on est dans une propagande de guerre méthodique, dans un mensonge d'État, dans la construction rhétorique, discursive, narrative, psychologique, philologique d'une réalité parallèle qui est exactement l'inverse de ce qui se passe sur le terrain. À savoir qu'on est dans Orwell côté russe, vous le savez, on a cette chronique de réalité parallèle sur France 24 qui dit que voilà, les Russes sont en Ukraine pour ramener la paix, pour abattre le nazisme, etc., pour lutter contre le nazisme, comme l'ont fait nos grands-parents. Donc on est dans on peut parler de propagande des deux côtés, mais ce sont deux choses complètement différentes, et c'est pour ça que c'est dangereux de le mettre sur le même plan, parce qu'il y a d'un côté un récit des faits qui est exacerbé par les passions, qui est souvent exagéré, avec évidemment des fakes des deux côtés, mais de l'autre côté, côté russe, vous avez vraiment la volonté d'un mensonge d'État et la construction méthodique d'un mensonge d'État. Alors, général Jean-Claude Allard, les capitales occidentales préviennent, les conséquences d'une attaque chimique seraient massives, toutes les options seraient sur la table. En tout cas, c'est toujours le ministre des Forces armées britannique qui l'a dit. Donc, que ferait l'Occident si effectivement on constatait qu'il y avait utilisation d'armes chimiques ? Écoutez, c'est une très bonne question. Sur les armes chimiques, d'abord, je voudrais dire une chose, parce que je raisonne de façon assez rationnelle. Je crois que les Russes sont méchants, mais pas nécessairement bêtes. Et donc, j'arrive mal à voir pourquoi ils utiliseraient l'arme chimique maintenant à Mariupol, alors qu'en fait, comme je le disais, ils ont gagné la bataille. Bon, donc, de toute façon, que Mariupol, ce qui reste de Mariupol tombe dans 24 heures ou dans 15 jours, ils seront toujours au rendez-vous sur le point. Donc voilà, ça c'est un point. Ensuite, maintenant, que ferait l'Occident ? Si on repart de ce qui a été dit plusieurs fois par les chefs d'État occidentaux, c'est-à-dire pas d'engagement militaire sur l'Ukraine, on peut penser que le raisonnement par rapport à la dissuasion nucléaire qui a tenu jusqu'à maintenant continuerait à tenir. Alors, est-ce que ce seraient des sanctions économiques encore plus dramatiques, etc. On serait dans le même type de sanctions. Ça ne dépasserait pas une ligne rouge qui ferait que tout d'un coup, il y aurait une escalade plus forte, militaire. Pour les Russes, ce qu'ils perdraient, c'est une sorte de neutralité internationale. Pour les pays qui n'ont pas voulu apporter de sanctions contre la Russie, les pays non occidentaux. Le fait d'utiliser des armes chimiques est quand même un tabou extrêmement important, à la fois en droit international et en géopolitique, ferait que pour des pays qui se disent « nous, les sanctions, c'est pas notre problème, on ne veut pas passer aux sanctions », ça sera un peu plus difficile. Et donc, effectivement, en parfait cynique, Poutine peut se dire que le rapport coût-inconvénient d'utiliser des armes chimiques, Mariupol est gagné. S'il utilise des armes chimiques, alors il sera détesté dans l'Occident, mais ça c'est déjà fait, il ne perdra pas grand-chose, il n'y aura pas tellement plus de sanctions, et de toute façon, l'OTAN n'ira pas faire la guerre à la Russie, même en cas d'armes chimiques. La ligne rouge qui a été fixée, c'est 1 cm² d'un pays de l'OTAN, et pas l'usage d'armes chimiques. Par contre, son dossier auprès de pays comme en Afrique, ou auprès de pays qui d'ailleurs ont pu subir dans le passé des bombardements chimiques, sera quand même beaucoup plus difficile à plaider.
Alexandra Goujon, parce que c'est vrai qu'on continue à faire un parallèle avec la Syrie aussi, bien sûr. Et puis, on a parlé du boucher d'Alep. On continue à raisonner sous forme de rationalité, coût-avantage. Cette guerre, c'est pas du coût-avantage, en fait. On le voit bien si on voit ce qui s'est passé dans la région de Kiev. Si Kiev n'était pas à prendre pourquoi les soldats sont restés, ont occupé et ont commis ce qui semblerait être des crimes de guerre aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a commis des crimes de guerre, pourquoi l'arme chimique ne serait pas utilisée, en fait. Donc, moi, je pense que l'arme chimique peut être utilisée. Je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire... terroriser la population. Pour terroriser ou pour aller plus vite. On dit c'est 24 heures ou 2 semaines. Lorsque l'on a des soldats qui sont en ce moment visiblement dans des couloirs, dans des sous-sols d'une usine, voilà, je ne sais pas. Mais en tous les cas... Parce qu'il y a une bataille qui se focalise effectivement dans une usine à Mariupol. Et puis, encore une fois, chercher une raison, alors qu'on voit bien que cette guerre est une guerre qui est fondée sur l'idéologie et non pas sur la rationalité. On a un certain nombre, nous avons pensé qu'il n'y aurait sans doute pas de guerre parce que le rapport coût-avantage n'était pas en faveur d'une guerre. Et là, on se rend compte que, y compris le territoire, on n'arrive pas vraiment à... Aujourd'hui, on dit « Ah non, mais en fait, Vladimir Poutine n'a sans doute pas voulu prendre Kiev. » Ah bon, alors pourquoi ce déploiement militaire vers Kiev pour ensuite se retirer, en fait Il a échoué, Donc, il pensait une victoire rapide, etc. Et avec quand même des massacres, on découvre tous les jours des massacres, des nouveaux charniers sur ces territoires libérés. Et je rejoins sur ce que disait Elena tout à l'heure, on a quand même quelques informations sur ce qui se passe, moins parce que nous n'avons pas de journalistes français, mais sur la zone sud, Kherson, Mélitopol, et visiblement, là aussi, l'occupation est extrêmement difficile pour la population. On a des kidnappings, on a des gens qui sont tués, on a quelques témoignages qui nous viennent de ces zones-là. Donc, faut rester très prudent quand même sur les méthodes de guerre, je crois. Il a quand même déjà utilisé aussi l'arme chimique, Vladimir Poutine, avec le Novichok. Oui, alors tout à fait pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est du poison. Non. Donc, c'est chimique, c'est du poison, c'est différent. Alors, c'est également interdit, d'ailleurs. Mais il y a quand même une convention internationale d'interdiction des armes chimiques qui est une convention qui a été signée par tous les pays, y compris par la Syrie, une fois qu'ils les ont utilisés un peu plus tard. Mais là, c'est quand même une norme. Alors, bien sûr, il y a déjà des crimes de guerre. Il y a toujours une gradation des crimes de guerre. C'est des crimes de guerre que de bombarder un hôpital ou une école. C'est un autre crime de guerre qui est plus grave dans l'opinion publique que de tuer des gens qui ont les mains liées dans le dos et les abattre, etc. Oui. Et les armes chimiques, ça serait encore une escalade supplémentaire par rapport à la norme internationale. Une fois encore, Poutine, bien sûr, ne respecte pas le droit international, mais c'est plutôt dans la construction du rapport de force. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il s'est trompé dans l'analyse du rapport de force, mais ce n'est pas parce qu'il s'est trompé une fois qu'il se trompe tout le temps. Et je pense qu'il n'est pas fou et qu'il tient compte de cela. Et je crois que par rapport à cela, une fois encore, au jour d'aujourd'hui, on ne peut dire ni que c'est vrai, ni que c'est faux, parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Totalement. C'est plausible, oui. Plausible, oui. Oui, moi j'ai avancé qu'il ne voulait pas prendre Kiev, mais parce qu'en fait, son plan d'opération correspond à toutes les règles des plans d'opération les plus solides qui soient. C'est-à-dire, on s'attaque au centre de gravité, c'est-à-dire à ce qui fait la force d'un pays, et en défendant son propre centre de gravité. Donc, le centre de gravité de l'Ukraine, au départ du coup, c'était son gouvernement, pas Kiev, son gouvernement. Et le centre de gravité russe, c'était de défendre la Crimée et le Donbass. Donc, il tient ces deux-là, et on l'a vu, pendant les 4 premiers jours, il lance ce qu'on appelle en stratégie des reconnaissances offensives. Il a attaqué avec très peu de personnes. Simplement, il voulait faire un coup de force spéciale pour s'emparer du gouvernement et pas de la ville, ou éventuellement que la ville lui ouvre un boulevard. Dès le 27 février, il a compris et il a changé son plan. Et il a changé dans l'après-midi. Et moi, je dis, bon, si on veut avoir en tête quelque chose, c'est quand il déclare « Nous mettons en alerte nos forces stratégiques ». C'est-à-dire qu'en fait, il bloque tout et il développe son plan. Et son plan est enfin, moi, je voulais bien faire comprendre ça. C'est qu'il est au nord, il tient les troupes au nord et il s'empare du sud. Donc maintenant, on est à Mariupol. Et puis, progressivement, il le remet en place. Il se remet en place vers le sud. Et il a quand même épuisé l'armée ukrainienne. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant qu'il a dit qu'il
qu'il voulait concentrer ses forces dans le Donbass. Est-ce que ça veut dire qu'il va rester dans le Donbass, que ça va lui suffire? Est-ce que ça veut dire qu'on oublie le reste du pays et que finalement on va peut-être avoir une partition de ce pays? Il faut avoir une grille de lecture politique. Moi, je veux le livrer. D'abord, quels sont les objectifs politiques de Poutine dans cette affaire? Eh bien, il faut remonter très loin. Les objectifs politiques de Poutine, c'est obtenir le multilatéralisme, c'est-à-dire obtenir de la part des États-Unis de pouvoir co-diriger le monde, si vous voulez. Et il a subi un certain nombre d'échecs qui ont fait qu'il se retrouve maintenant en Ukraine. Et en Ukraine, il a déjà atteint l'un de ses premiers buts politiques, il faut en être conscient, c'est qu'il n'y a plus un Américain en Ukraine, alors que ça fait 25 ans que les Américains entraînent l'armée ukrainienne, font des manœuvres ensemble. Est-ce que tout de même, je reviens sur ma question, parce qu'il suffisait de lire, il y a eu pas mal d'articles, l'idéologue donc, de Vladimir Poutine, Timofey Sergueïtsev, qui dit « l'État ukrainien est voué à disparaître, l'Ukraine est une construction artificielle anti-russe », donc tout ça, la dénazification sera une désukrainisation. Donc est-ce que ça veut dire que lorsque les Russes se disent qu'ils gardent le Donbass, qu'ils se focalisent sur le Sud, est-ce qu'ils abandonnent le reste? Ça serait vraiment parce qu'ils ont perdu militairement, parce que moi je pense que depuis le début, il y avait effectivement cette velléité de détruire l'Ukraine en tant qu'État-nation, et Vladimir Poutine l'a dit très clairement dans son discours du 22 février, qui a précédé de 2 jours l'attaque, et c'est pour ça que je pense que Joe Biden se permet lui aussi à son niveau aujourd'hui de parler de génocide, parce que si on détruit la nation ukrainienne, on détruit aussi toute l'idée d'être même ukrainien en tant que nationalité. Et lorsque vous avez, je voudrais vraiment qu'on accentue sur cette histoire de crimes de guerre, de gens fusillés, d'enfants fusillés, de femmes violées, de choses absolument abominables qui se passent dans toutes ces régions qui ont été occupées par l'armée russe, parce que ce n'est pas anodin. On demande aujourd'hui, est-ce que Vladimir Poutine a pu ou non utiliser l'arme chimique? Rappelons-nous de ce qui s'est passé en Syrie, pas à pas. En 2013, vous avez les premières attaques à l'arme chimique qui sont attribuées au régime syrien. Suite à cela, très rapidement, mais c'est important, la Russie dit, nous allons aider à détruire les armes chimiques en Syrie, nous allons prendre le contrôle de ce processus. La communauté internationale applaudit des deux mains, le régime de Bachar al-Assad dit oui, bien sûr, on va détruire notre stock d'armes chimiques. Tout ça prend des années où il continue à y avoir des attaques chimiques, jusqu'à celle de 2017 où vous avez 86 morts à Khan Sheikhoun. Et là, à ce moment-là, les États-Unis disent mais c'est la faute de la Russie, c'est eux qui disaient que tout était détruit en Syrie, etc. C'est juste pour vous dire à quel point il y a une mauvaise foi de la part de la Russie dans sa volonté toujours de mettre en place des processus pour parvenir à la paix. Donc aujourd'hui, les Russes peuvent dire nous allons nous concentrer sur le Donbass, mais pour revenir à cela, mais ça va juste leur servir à se repositionner, à reconstituer leurs forces et à voir est-ce qu'on peut finalement prendre l'Ukraine ou pas prendre l'Ukraine. En fait, tous les scénarios sont permis à partir du moment où on ne sait pas exactement de quoi est capable militairement la Russie. Alexandra Goujon, donc ça veut dire, effectivement, on se recentre sur le Donbass, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas tout de même ces objectifs, que Poutine garde les objectifs initiaux, c'est-à-dire d'envahir le pays entièrement. Je crois que est-ce qu'il en a la capacité? L'objectif, c'est d'affaiblir l'État ukrainien. Mais j'allais dire depuis le début, depuis 2014 en quelque sorte. Comme Poutine s'est rendu compte qu'en fait, qu'il n'arriverait pas avec des forces politiques locales à prendre le contrôle, c'est-à-dire en gros à ce que l'Ukraine dise ok, on va devenir neutre, on va rejoindre l'Union économique eurasiatique, on va se plier en fait à la volonté de Moscou. À partir du moment où il n'y avait plus ces forces politiques, on a vu donc une intervention militaire en 2014. Je pense que quand Zelensky est revenu au pouvoir, il y a eu peut-être cette possibilité de se dire on va peut-être pouvoir négocier avec cette personne, un outsider de la vie politique qui vient de l'Est, qui est russophone. Zelensky a appris l'Ukrainien au moment de sa campagne électorale, sauf que Zelensky est resté dans cette rhétorique de défense de l'intégrité territoriale, et en fait, et surtout Zelensky s'est rendu compte que les concessions qu'il avait à faire vis-à-vis de l'État ukrainien, ce que lui demandait Vladimir Poutine, était infaisable. Et si on pense par exemple que c'est qu'une histoire de grande puissance, rappelons-nous quand même que l'Ukraine était neutre avant 2014. Elle n'ambitionnait pas de rejoindre l'OTAN, et l'opinion publique... l'opinion publique... Elle est candidate depuis 2008. Comment ? Elle est candidate à l'OTAN depuis 2008. Elle est candidate. Elle n'est pas candidate. Elle demande le plan d'action. Oui, le plan d'action. Mais quand Yanukovych est revenu au pouvoir en 2010, il a changé la donne sur cette question. Yanukovych qui était soutenu par les Russes. Voilà, Yanukovych qui était soutenu. Non, Yanukovych quand il est revenu au pouvoir, en fait, il a changé la donne. Et l'opinion publique. Il était officiellement candidat quand même. Bon.
Officiellement, disons que quand Yushchenko était au pouvoir, il était officiellement candidat, et quand Yanukovych est arrivé en pouvoir justement en 2010, et c'est bien pour ça qu'il y a eu cette révolution, parce que Yanukovych a décidé de suspendre l'accord d'association avec l'Union européenne. C'était la double politique que de s'éloigner, de s'éloigner un peu plus de l'UE et de l'OTAN. Et le taux d'adhésion, vous savez, avant 2014, le taux d'adhésion dans l'opinion publique ukrainienne à l'OTAN, c'est à peu près 30%. Depuis qu'il y a l'intervention, depuis en fait 2014, ça a nettement en fait pour en revenir à ma question initiale, avec le Donbass ou voilà justement Pascal Boniface, est-ce que ça veut dire qu'ils ne lâcheront pas l'entièreté de l'Ukraine? C'est ça en fait ma question, parce qu'on parle de recentrage. Il n'a pas les moyens militaires de conquérir l'Ukraine, puisque les Ukrainiens ont perdu des territoires, mais ils sont renforcés militairement par les Américains. Il y a des armes qui arrivent tout le temps. Et donc vous ne croyez pas qu'il y a d'abord le Donbass, ensuite ils prendront Mariupol, et ensuite il y aura effectivement un mouvement vers le nord? Il voudrait bien, mais il ne peut pas. Alors il le voudrait certainement, mais il ne peut pas parce que militairement, il n'a pas les moyens. Son armée a montré ses limites, et l'armée ukrainienne a montré qu'avec les équipements et surtout le renseignement américain, ils ont des avantages militaires de nature à faire échouer la conquête de l'Ukraine. Général, s'il n'a pas réussi dans les premiers jours, c'est pas maintenant. Sur l'adhésion à l'OTAN, je voudrais rappeler quelques petits événements. Par exemple, oui, mais on n'a plus beaucoup de temps. Non, mais rapidement, le président Yushchenko est en visite aux États-Unis et est reçu par George Bush. Là, il signe des chartes et George Bush lui dit on va tout faire pour vous mettre au niveau pour entrer dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, l'Ukraine n'est pas acceptée dans l'OTAN parce qu'elle n'était pas suffisamment au niveau militaire. Et c'est le cas de beaucoup d'autres pays. Et il faut quand même savoir également que l'Ukraine a été l'un des premiers contributeurs hors des anglo-saxons à la campagne en Irak. Et les Américains s'en glorifient, ils les ont d'amour. Donc qu'est-ce que vous voulez dire, qu'en fait, il y a une responsabilité? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir une chose, c'est que, vu de la Russie, les États-Unis, ils sont en Ukraine depuis 25 ans. Et donc, c'est ça le chose. Et en moins de 24 heures, Poutine a fait fuir tous les Américains. Mais ça ne lui suffit pas. Et a poussé. Et je pense que c'est déjà pour lui, sans qu'il le dise, une grande victoire. Bien entendu, pas fait fuir les conseillers Zelensky. Avec toutes les conséquences que ça a sur sa position internationale. Mais c'est déjà un peu. Elena Voloshin, vous êtes d'accord? Comment, enfin, je veux dire, c'est terrible à dire, mais comment ça va se terminer tout ça? Est-ce qu'on va finir par avoir une partition de ce pays, ou est-ce que les Russes vont tenter d'aller beaucoup plus loin? Je cite encore ce texte de Dimitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité, donc ancien président. L'ukrainisme profond est un immense fake. Ce phénomène n'a jamais existé dans l'histoire. Alors quand vous avez des idéologues comme ça au pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire au final? Est-ce qu'on parle que du Donbass? C'est pour ça que moi je crois vraiment pas que la Russie a attaqué l'Ukraine parce qu'elle avait peur de la menace américaine. Mais j'ai cassé ma boule de cristal moi le 24 février, donc je ne fais plus de pronostics. Mais moi ce qui me fait peur quand on parle de la défaite militaire de Vladimir Poutine, c'est que Vladimir Poutine est quelqu'un qui n'aime pas perdre, clairement. Et donc du coup on peut se poser la question de quelles vont être les étapes suivantes. On n'a pas parlé de la menace nucléaire parce qu'on se dit on va pas fantasmer, mais en même temps, ce n'est pas exclu non plus. Nos collègues de CNN ont spoté des colonnes d'artillerie supplémentaires qui traversent la région de Rostov en direction du Donbass. Donc voilà. Donc, quel est le réel potentiel militaire de la Russie? Est-ce qu'il y a eu des erreurs stratégiques, mais il y a encore une force de frappe qui va être mise en place? Ou est-ce que tout a déjà été lancé et est-ce qu'il y a une réorganisation? Moi, j'avais un expert militaire à Moscou qui me disait non, on va prendre un temps de pause et on va réattaquer au printemps. On va se réorganiser. On va pas ressortir du pays, mais on va prendre un temps d'arrêt, etc. Donc, en fait, moi, à l'heure actuelle, je pense qu'il est beaucoup trop tôt à l'échelle de cette guerre et à l'échelle de ce qu'on a observé, même s'il y a des points d'étape, de parler définitivement de ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an ou même voire. Alexandra Goujon. Oui, je pense que je suis d'accord. On a été extrêmement surpris par l'annexion de la Crimée en 2014. Là, plusieurs personnes disaient que, effectivement, encore une fois, le ratio coût-avantage n'était pas en faveur d'une intervention. Et je crois qu'il est très difficile de prévoir les choses. On voit maintenant qu'il y avait quand même une stratégie qui a commencé en 2014. Et les Ukrainiens ont aussi été surpris, y compris Mariupol. Moi, j'y étais en novembre dernier. Les Ukrainiens ne pensaient
pensait pas qu'il y aurait cette invasion massive. Il s'était installé, si je puis dire, avec cette ligne de front, cette ligne de contact. Il vivait avec ça, même s'il y avait des échanges de tirs. Hein. C'est un conflit qui n'a jamais cessé. Hein. C'est un conflit qui est devenu un conflit de basse intensité. Et on voit finalement aujourd'hui, en tous les cas, en Ukraine, c'est interprété 2014 comme la première étape. Donc là, on est dans la deuxième et il peut très bien y en avoir d'autres derrière. Donc Pascal Boniface, vous êtes le seul, si je comprends bien, à penser que l'armée russe ne pourra pas aller jusqu'à Kiev. Non, je peux me tromper, mais je pense qu'elle n'en a pas les moyens. Ce n'est pas une question de volonté, parce que l'armée ukrainienne est renforcée jour après jour par les équipements américains qui viennent de toute l'Europe. Il y a quand même des centaines de millions d'équipements militaires qui sont fournis à l'armée ukrainienne. Donc ça change le rapport de force, plus, et j'insiste, le renseignement américain qui est très pénalisant pour l'armée russe. Général Allard, alors, le FSB également a été restructuré, d'après ce que j'ai vu. Pour moi, la Russie est proche d'avoir atteint ses buts de guerre que Poutine a toujours énoncé. Bon, il veut la Crimée, il veut son port. Vous savez, la Russie, je ne veux pas dire c'est un pays continental. Pour les stratèges russes, il y a 3 villes qui comptent en Russie. C'est Vladivostok, Kaliningrad et Sébastopol. Ça leur permet d'avoir des ports, et surtout des ports de guerre, pour être sur le multilatéralisme et l'équivalence, bien qu'ils ne peuvent pas, ils ont un budget 10 fois moins élevé, par rapport aux États-Unis. Donc ils s'arrêteraient là. Donc c'est ça. Je pense que ce qu'il veut, c'est avoir un papier qui dise la Crimée est russe, peut-être une partie jusqu'au Dniepr, de façon à avoir des approvisionnements en eau et pouvoir un peu s'étendre. Et puis après, les républiques, les républiques, je pense que là, il s'est fait embringuer dans un système, mais normalement, ça sert à rien pour la Russie d'avoir les républiques. Mais il va quand même le faire, puisqu'il s'est engagé auprès d'eux le 21 février. Elena, en disant, si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord. Je pense que Sébastopol est de facto russe depuis 2014. Je ne pense pas que Vladimir Poutine serait allé jusqu'à frapper toute l'Ukraine juste pour avoir un papier de signature comme quoi, oui, d'accord, on vous cède la Crimée. Je pense qu'il a une vision qui est celle, comme on le disait, il l'a dit, les buts, il les a annoncés, dénazification, démilitarisation. Qu'est-ce que ça veut dire, démilitarisation? Ça veut dire un État sans armée, un État qui n'est plus souverain, un État qui est à la botte de Moscou. Sous quelle forme? Ça, c'est la question qui reste ouverte. Mais en tout cas, moi, je ne pense pas que son but initial, c'était uniquement le Donbass, le corridor vers la Crimée, la reconnaissance de l'annexion, etc. Alexandre Goujon, juste à la neutralité, qu'est-ce que ça veut dire pour lui physiquement? Ça veut dire aucune force américaine en Ukraine. Maintenant, vous l'avez dit, Alexandre. Mais Alexandre Goujon, juste une seconde. Oui, justement, la question, c'est effectivement pourquoi tout ça, si c'est juste pour des questions de neutralité. Et effectivement, Vladimir Poutine n'a pas énoncé cela comme but de guerre. Ses premiers discours, lorsqu'il a envahi l'Ukraine, et le 21 février et le 24 février au matin, il n'a pas demandé la neutralité de l'Ukraine. Merci il est allé beaucoup d'avoir débattu. Je pense qu'il y a une différence entre l'objectif politique et la stratégie qu'on développe pour y arriver, et qu'on développe vis-à-vis de son peuple pour les motiver, etc. Bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Général Jean-Claude Allard. Merci Alexandra Goujon, Elena Voloshin, merci Pascal Boniface. Puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.